Bon, ben, on va reprendre donc avec une table ronde qui est tout en longueur, hein, comme d'habitude. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe dans les colloques. Bon, c'est un peu gimmick. Donc, nous avons des quatre intervenants. Bon, on va essayer avec Francis de co-animer cette table. Donc on a déjà écouté M. Bontemps, donc on va le mettre provisoirement de côté pour s'intéresser en premier lieu aux deux intervenants centraux, Jean-Claude Merson d'une part et Roland Geoffroy d'autre part, qui ne se sont pas exprimés jusque-là et qui ont une expérience importante, alors qui sera rappelée demain, puisque chacun fera une présentation propre à son, je dirais, les lignes dont ils se sont préoccupés. Mais l'idée, là, c'est plutôt de dégager une discussion un peu générale. Alors, on l'a un peu entamé dans l'après-midi, mais bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est surtout de se poser la question de qu'est-ce qui fait, quelle est la bonne recette, quel est le bon, alors pas quelle est la bonne table de discussion, comme disent les politistes, quelle est la bonne gouvernance, qui fait qu'à un moment donné, on va se lancer dans une, je dirais, dans la préservation, voire même le redéveloppement, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, d'un certain nombre de lignes qui jusque-là paraissaient plutôt sur le déclin, ronronnantes, tout ce qu'on voudra. Et donc, à un moment donné, il y a un déclic. Comment on obtient ce déclic? Quelle est la place des différents acteurs? Est-ce qu'il faut des pressions qui viennent du bas? Est-ce qu'il faut des impulsions qui viennent d'ailleurs, du haut? Voilà. Mais en général, on sait que ce n'est pas de l'exploitant. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même de trouver la bonne formule qui fait qu'à un moment donné, on va relancer, on va investir surtout, parce que la vraie question, c'est de sortir les millions. On l'a dit tout à l'heure, c'est des dizaines de millions, c'est des gros investissements. Donc, on attend d'un investissement qu'il y ait un retour, et donc qu'il y ait du monde dans les trains, et qu'il y ait du monde aussi, autant que possible toute l'année, parce que mettre beaucoup d'argent dans une ligne exploitée de façon saisonnière, c'est pas très rentable pour la collectivité. Voilà un petit peu les enjeux, au-delà des cas de figure dont on dit, alors c'est un peu à l'envers, mais on en discutera demain plus particulièrement. Voilà, donc peut-être je vais vous passer la parole, M. Merson, en premier lieu, pour que vous vous présentiez d'abord. Voilà, et puis vous commenciez peut-être à nous dire un peu quelle est votre vision de ce qu'est la bonne recette, puisque vous avez quand même réussi quelque chose. Et on rappelle qu'il y a 40 ans que l'aventure a démarré, pour ça veut dire aussi que ça s'inscrit dans un temps relativement long. Voilà, donc je vous passe la parole, déjà vous présentiez un peu l'association, et puisque vous avez un petit peu une petite chronologie de ce que vous avez fait, sans trop empiéter évidemment sur ce que vous allez nous dire demain. Mais bon, exercice compliqué. Voilà, puis on en fera de même aussi, pour M. Geoffroy, juste après. Oui, alors, vous disiez tout à l'heure, il faut que les idées partent du bas ou du haut. Moi, je dis qu'il faut qu'elles partent à la fois du haut et du bas. C'est absolument essentiel. Et l'expérience montre que finalement, quand il y a un meneur quelque part, et il engrange autour de lui de l'animation et de l'intérêt. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, notamment au niveau de notre association. Alors, pour me présenter, j'ai été pendant 30 ans maire de la commune de Givron, 21 ans vice-président du conseil général, 10 ans sénateur, et j'ai mis en place le prix départemental, prix Wallis, et j'ai également été pendant une dizaine d'années président du SILEB, syndicat d'énergie. Voilà. Alors, moi je suis arrivé tout à fait par hasard à m'occuper du train. J'étais jeune maire de Givron à l'époque, en 82, et ce sont mes anciens, le docteur Léveillé, qui était conseiller général maire de Chalon, et Louis Clévaux, qui était conseiller général maire de Saint-Hilaire-de-Riez. Et Pierre-Henri Mangard, parce qu'il ne faut pas l'oublier, celui-là, c'est eux qui ont été à l'initiative et nous ont rassemblé les maires du secteur pour voir ce qui pouvait être fait. Et là, il y a eu, comment je dirais, tout le monde a répondu présent. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette période-là, il y avait une cohésion au niveau des élus qui était assez extraordinaire.
et qui nous a permis eh bien, de créer cette association et de représenter donc un poids. Mais un poids qui n'était pas négligeable du tout dans un secteur où il y avait un potentiel de développement qui était quand même important. Hein. Aujourd'hui, le secteur couvre plus de 300 000 habitants et il couvre 400 000 lits touristiques. Et donc, tout ça, on l'avait à cœur. On se disait forcément, c'est pas possible qu'on oublie ce secteur. Et donc, la motivation, elle est partie de là, des élus de base qui ont dit, eh bien, il faut qu'on aille de l'avant. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un animateur hors pair, la personne de Pierre-Henri, mais enfin, derrière, il fallait aussi faire le lien avec l'ensemble des élus. Et la population, car on ne peut pas faire seulement entre les élus, il faut aussi engranger autour de nous de l'intérêt. Et c'est comme ça qu'en 1996, on a affrété un train de Nantes pour descendre jusqu'à Saint-Gilles. On a réuni 500-600 personnes, mais venant de différents secteurs. Il y avait beaucoup d'élus, mais aussi des représentants des entreprises, du monde économique, et aussi des touristes. Enfin bon, parce que le pays de Saint-Gilles est quand même un pays touristique, et donc on n'avait pas oublié cette clientèle-là. Et ça a été déterminant, hein, ça a été déterminant pour la suite. Très honnêtement, si on a pu revoir et remettre d'aplomb cette ligne, c'est bien parce qu'il y a eu cette volonté, sinon ça n'existerait pas. Ce qui me fait faire un petit clin d'œil à mon ami Gilles Bontemps par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, qui est tout à fait exact. Et je l'en remercie d'ailleurs. Et je voudrais lui dire, sincèrement, la ligne Nantes-Les Sables et les Cruftiers, elle ne pouvait pas se faire sans cette idée de de prévoir un TGV tracté pour montrer qu'il y avait un intérêt dans les choses. Ça ne serait pas fait autrement. On a rigolé beaucoup là-dessus. On s'est foutu un peu de nous. Mais, comme je dis souvent, il rira bien qui rira le dernier. Eh bien, je peux vous dire que c'est une sacrée satisfaction d'avoir participé à cette affaire. Et on peut rigoler, mais aujourd'hui, cette ligne, elle existe et elle fonctionne bien par rapport à ce que tu nous en as dit tout à l'heure avec les chiffres. Donc voilà, je voulais, dans un premier temps, vous dire ça. Je pense que la motivation de base est absolument essentielle. Écoutez, nous sommes dans une société aujourd'hui où la population a tort de toujours accepter que tout descende du haut. Il faut que ça bouge en bas. Parce que si ça ne bouge pas en bas, eh bien on ne peut pas arriver à faire des projets qui tiennent la route. Et il faut arrêter de laisser prendre des décisions trop loin du terrain. Parce que les réalités du terrain, qui c'est qui les vit? Ce sont les gens qui sont sur place, ce sont les élus locaux. Il faut absolument d'ailleurs qu'on apporte à ces élus locaux plus de soutien qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et il faut aussi qu'au travers de ces élus locaux, il y ait quelques meneurs, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, très honnêtement, je suis un peu déçu de voir ce qui se passe quand vous voyez le nombre de maires qui démissionnent, le nombre de conseillers municipaux qui démissionnent. Moi, je n'ai pas connu tout ça. Ça n'existait pas à l'époque. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je ne vais pas faire la critique de ce qui se passe aujourd'hui, mais en fait, bon, je crois, mon cher Gilles, qu'on a vécu une très belle période, hein, avec des projets, avec des hommes de tous bords qui savaient se serrer les coudes et prendre les bonnes décisions. Bien. Eh ben, on va faire le même exercice avec Roland Juffroy. Il y a aussi une expérience. Merci. Oui, l'expérience. Vous me prenez un peu de cours quand même. Mais il faut se jeter dans la piscine. Pourvu qu'il y ait de l'eau. Oui. Alors, Roland Geffroy, je suis des Côtes d'Armor, donc de la région de Lannion, on va dire.
Plouaret-Lannion pour parler de l'antenne dont il est question en ce moment. Plouaret-Lannion qui s'est un peu fait connaître à une époque. Je regarde les gens qui travaillent du côté de la SNCF et on a eu forte affaire avec nos différents directeurs régionaux qui n'avaient pas toujours l'oreille que nous attendions, disons. Alors, en ce qui me concerne, j'étais enseignant de mon métier, de ma profession, donc enseignant en histoire et géographie. Et j'ai travaillé à Plouaret et à Lannion. On va dire, pour faire simple, 10 ans à Plouaret, et j'ai pris le train et je suis venu m'installer du côté de Lannion. Alors, pour ce qui est des luttes, je suis tout à fait d'accord avec M. Merceron pour dire qu'il faut que ça parte de la base. Enfin, c'est mon avis. Mais la base toute seule ne fera pas tout. Loin s'en faut. Mais s'il n'y a pas d'adhésion populaire, je dirais, chez nous on parlait comme ça, on avait un esprit très militant. Et si on n'a pas cette adhésion populaire, enfin c'était du moins notre perception de la bataille à mener, et nous en avons mené 4 batailles, depuis 1968 jusqu'à l'an 2000, puisque le résultat, la concrétisation de cette lutte a eu lieu en juillet 1970, très précisément. Alors je ferai peut-être deux sortes de batailles, si l'on peut dire. Alors nous, on a utilisé assez facilement ce terme bataille, parce que dans la région de Plouaret, on avait le souvenir encore, quand ça a commencé au niveau des premières luttes, le souvenir de la guerre. Et Plouaret était un centre, un secteur de cheminots et de cheminots engagés, et il y a eu énormément d'actions dans le secteur de Plouaret. Et le film de René Clément a en partie été tourné sur les sites de Plouaret et de Lannion aussi. Et le déraillement final a été tourné très précisément à Trégrom. Donc on était sur nos terres, si on peut dire. Et les premiers militants qui se sont engagés pour la défense de la desserte ferroviaire étaient justement d'anciens résistants. Donc il y avait cet esprit de lutte et de résistance très fort. Et si on regarde les 4 batailles, je dirais que les 2 premières sont des batailles de résistance, de défense, c'est-à-dire empêcher que des mauvais coups soient faits contre la desserte ferroviaire. En gros, en 1968, j'en dirais beaucoup plus long demain, c'était en gros la gare de Lannion et la ligne, l'antenne Plouaret-Lannion, qui étaient en cause et en danger. Des menaces de suppression très importantes étaient annoncées, et s'il n'y avait pas eu de réaction, on peut se demander ce que ça serait devenu. En 1978, c'était plutôt la gare de Plouaret. On était dans les mises en application du rapport Guillaumin, et Plouaret et son antenne, évidemment, étaient dans le collimateur, c'est évident. Et donc là, ces 2 premières batailles, résistance, donc mise en place d'un comité de défense, dans lequel quand même les élus ont une part très importante et sont à la tête du comité de défense. Donc les maires de Plouaret et des communes environnantes, les conseillers généraux. Il faut dire qu'au départ, il y a peut-être eu une difficulté à fédérer tout cela. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des tensions entre les sensibilités de gauche et de droite, et
qui fera bien, qui sera le meilleur, qui ne veut pas, voilà. C'était un peu compliqué. Et au fil des luttes, on a constaté que tout ça se mettait en place et que chacun avait son rôle à jouer, de droite ou de gauche. Et c'est M. Bontemps, je crois, qui parlait de ça, et je crois qu'il a totalement raison. Mais si l'on part donc des deux suivantes des batailles, c'était pour améliorer. Enfin, améliorer et éviter que ça se dégrade. 89, mise en place du TGV Atlantique, enfin, qui arrive jusqu'à Neugard, et le TGV Atlantique remplace les trains corail. On n'arrête pas le TGV et on supprime les trains corail. Dégradation à nouveau. Donc objectif, que le TGV s'arrête. Alors, bataille à nouveau. Et là, y compris en 78, 81, 82, il y a eu énormément d'arrêts de train, de journées gares mortes, de visites des gardes mobiles, de gendarmes qui vous soulèvent des rails pour vous mettre sur le bord de la voie, etc., etc. Ça a été chaud, on peut le dire. Il y a eu après la bataille pour progresser, pour vivre aussi, parce que si vous n'avez pas l'électrification, vous n'êtes pas sûr de garder votre antenne ou votre ligne. Alors évidemment, votre solution, je dois dire qu'on n'y avait pas pensé, et peut-être qu'on ne nous l'aurait pas non plus accordé. Mais c'est une solution, effectivement, nous on n'y a pas pensé. Enfin, du moins, ça n'a pas été évoqué ou tenté de mettre en place le TGV tracté, non. Mais finalement, dans toutes ces batailles, si l'on regarde donc la base, et peut-être d'ailleurs chez nous, l'étincelle a toujours été les cheminots. Et on a toujours eu des cheminots militants. Et des cheminots qui fournissaient les éléments techniques, parce que bon, on a beau être maire, j'ai été maire aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pas de Ploirette ou de Lannion, mais d'une commune plus sur le secteur justement vers les plages, au bout du rail la plage. Moi je suis plutôt vers les plages, mais je ne sais plus ce que j'allais vous dire là, du coup. Oui, c'était pour améliorer, et finalement on a réussi en partant donc des cheminots, on peut dire, de la population, des élus de base, à concerner, à motiver les élus de niveau national, et qui, eux, étaient capables d'intervenir au niveau direction régionale, direction nationale, ministère. On est allé très souvent dans les ministères, et ça nous a plutôt réussi. Mais on allait dans les ministères avec des soutiens d'élus de droite et de gauche d'ailleurs, motivés. Enfin, des fois, quand je vais dire une horreur, quand on veut garder son poste, il faut être motivé, des fois aussi. Donc, ça aide. Voilà. Comme je commence à dire des bêtises, je vais arrêter pour l'instant. Merci. Vous dites des choses. Des choses intéressantes, c'est par exemple la question de la contre-expertise, c'est-à-dire que pour aller se battre contre une grande maison qui a quand même une certaine expertise du rail, et qui en effet va le dire, voilà, il faut quand même amener des arguments et des éléments qui soient jugés recevables, en tout cas qui montrent qu'on n'est pas naïf et qu'on ne se fait pas avoir. Je pense que ça c'est une première chose. Est-ce que dans l'assaut, il y avait aussi un appui de ce type-là Pardon. Pierre-Henri a suffi. Oui, je t'en prie, tu peux y aller. Hein. La réponse est évidente, oui. Il faut dire que le problème de la capacité d'expertise est un problème important. Quelle place joue-t-il, quelle place prend-elle exactement? Ça, c'est plus difficile à y répondre, et en tout cas, je suis mal placé pour le faire. Il est évident que cette question a pris une place particulièrement importante parce que, je m'en excuse, nous avons affaire à un monopole.
Et un monopole qui a un monopole également de capacité d'expertise. C'est-à-dire quand un monopole dit techniquement ce n'est pas possible, voilà pour quelle raison votre projet est irréaliste ou impossible à réaliser, la première réaction des élus, c'est d'y accorder crédit parce que c'est la SNCF qui le dit. Donc, et là Jean-Marie pourra aussi en parler demain matin, puisqu'il a fait également une mission de contre-expertise au service de la communauté d'agglomération de La Rochelle, à propos du projet d'électrification de Poitiers-La Rochelle. Et on s'aperçoit que la question du savoir technique et plus que, enfin, du savoir en général, est une question qui permet de négocier sur un pied d'égalité. Et si vous n'avez pas les mêmes connaissances et les mêmes compétences que votre interlocuteur, vous êtes d'emblée, a fortiori, en position de faiblesse. Car ça donne à votre interlocuteur une possibilité d'action et d'argumentation qui ne correspond pas à la réalité, mais qui clôt le débat. Et donc, discuter sur le problème de la façon dont on fait un roulement d'autorail, la façon dont est-ce qu'il est nécessaire d'ajouter un parc supplémentaire de TGV pour prolonger les TGV de Nantes au Sable d'Olonne, eh bien, il faut savoir comment sont faits les roulements. Et pour donner un exemple, pour être intervenu là, pas au titre de la SLO, mais en titre à cause des fonctions qui m'avaient été confiées suite aux initiatives de la SLO pour le Conseil général de la Vendée. Bon, on a fait par exemple des comptages en gare de Nantes sur les TGV qui arrivaient et qui partaient pour montrer qu'il y avait la possibilité, la disponibilité en gare de Nantes de TGV sur un laps de temps suffisant pour faire un aller-retour Nantes-La-Roche-les-Sables sans matériel supplémentaire. Et donc ça empêchait l'État et la SNCF à l'époque de dire vous voulez le dessert TGV, ben, il faut électrifier et en plus il faudra financer deux, trois rames. Voilà un exemple de l'enjeu autour de la capacité d'expertise. Alors je dirais que cette capacité d'expertise, elle est fondamentale, parce que ce sont des sujets très, très techniques, et il y a besoin effectivement de contre-expertise, et au niveau technique, et au niveau économique. Alors, question peut-être aussi un peu de chronologie, hein, en 1997, donc il va y avoir la distinction qui va être opérée entre gestionnaire d'infrastructure et entreprise ferroviaire, avec une forme d'expertise nouvelle qui apparaît, c'est-à-dire qu'on a un gestionnaire d'infrastructure qui ne parle pas forcément le même langage que la SNCF intégrée. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à vos aventures, si on peut dire, respectives? Il me semblait que ça avait quand même conduit à revoir, par exemple, à la baisse certains devis ou à modifier un peu les conditions dans lesquelles les projets étaient présentés. Moi, je le vois surtout entre les relations entre les hommes. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, on a eu de très bons contacts avec les uns et les autres. Et lorsqu'il y avait des réunions avec l'ensemble des services, chacun venait avec sa particularité et réglait bien le problème dans chacun de ces services. Et ce qui m'a fait râler bien des fois, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de passerelle entre eux. Pas de passerelle, hein, chacun était dans son domaine, mais on n'avait pas la réponse que l'on aurait souhaité. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est toujours un problème de personnes, un problème d'hommes, dans quelque domaine que ce soit. Il faut absolument que ce soit entre les élus, entre les administrations, entre les entreprises, il faut mettre des passerelles, sinon on ne peut pas avancer. Et c'est le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on bloque à chaque instant hein, sur des projets parce que justement, il n'y a pas cette cohésion. Et elle me paraît absolument essentielle, parce que ça permet d'avancer. Bon, on peut ne pas être d'accord, c'est pas le problème. Ne pas être d'accord, ça veut dire qu'on réfléchit finalement à est-ce qu'on tient la bonne solution ou pas.
Hein. Mais au moins chacun vraiment s'attache à faire en sorte que la continuité puisse se faire dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure en plus, c'est que c'est pas le tout d'avoir une idée. Il ne faut jamais la perdre de vue. Il ne faut surtout pas se décourager. Comme j'ai dit souvent, on enfonce le clou et on continue à enfoncer le clou jusqu'à obtenir satisfaction. Alors on n'apporte pas forcément satisfaction sur tout, mais ce qui est essentiel, c'est quand même qu'on avance tout le temps. Parce que le fait d'avancer fait aussi que ça vous encourage à aller plus loin, ça vous encourage à apporter des améliorations. Et donc, l'élu que nous sommes, nous représentons la population, donc il est important que ces besoins de la population puissent être remontés. Tout à l'heure, on parlait du bas et du haut. C'est vrai qu'on ne peut pas se passer du haut, mais on ne peut pas se passer du bas non plus. Et c'est ça qui est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit toujours en train de râler parce que les choses nous tombent d'en haut. Non, il faut qu'on prenne les choses à la base et qu'on puisse faire remonter les besoins de nos populations et aussi participer à l'aménagement de nos territoires, même quand ils sont, comment dirais-je, loin des grandes agglomérations. Parce que aussi aujourd'hui, les grandes métropoles ont changé pas mal de donnes. Et bon, il faut quand même que l'on n'oublie pas tout le reste de la France, de toutes nos petites communes. Mais moi, je veux bien intervenir. J'ai saisi au fil de conversation deux choses que je trouve intéressantes. Bon, il y a le haut et le bas. L'une des premières questions, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre le haut et le bas, c'est-à-dire moyen. Je vais y revenir. Et l'autre question, c'est vous avez parlé de cheminots dans ces sortes de collectifs citoyens, en quelque sorte, qui vous avez parlé d'étincelles. Et je pense que dans le processus de la construction du processus d'action et de décision, il n'y a pas seulement des élus, il n'y a pas seulement des collectivités territoriales comme la région, par exemple, mais il y a aussi, à l'origine, peut-être cette étincelle. Moi, je pense que c'est un sujet intéressant, et comme vous l'avez dit, Monsieur Merceron, on est tous autour de cette ligne, de cette région, on a tous envie, on a de la conviction, il y a une unité de pensée et d'action. Sauf qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'unité de pensée et d'action. Donc là, on en revient au rôle des hommes, des personnalités d'une certaine façon. Donc vous voyez, il y a deux questions. Il y a les étincelles citoyennes, si je puis dire, et j'ai bien noté que dans les étincelles citoyennes, c'est des étincelles cheminotes. J'aimerais bien qu'on développe un peu cette question. Ça me paraît important. Peut-on considérer Pierre-Henri Amangard comme un cheminot? D'une certaine façon, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense que la question de l'étincelle, c'est absolument essentiel. C'est ça qui fait prendre feu, finalement. Bon, et quelquefois, ça rate. Donc quand on se dit, c'est ce que proposait Pierre qui est un être optimiste, il dit, qu'est-ce qui fait que ça marche? Et j'ai envie de dire, moi qui suis un être profondément pessimiste, et proche de la tombe, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que ça rate? Et c'est tout à fait aussi intéressant de me demander, qu'est-ce qui fait que ça rate? Donc, c'est pour ça que je repose la question de, ça commence par un R, il y a un Y au milieu. Voilà. Bon, mais je referme ma parenthèse. Bon, du coup, alors, il y a la question de l'étincelle. Et la deuxième question, puisque j'ai le micro, j'en profite, mais c'est un truc de prof, ça. Finalement, on a dit en haut, alors en haut, il y a l'État, parce que l'entreprise ferroviaire, c'est une chose, mais elle a aussi un chapeau. Dans les collectivités, on a la région qui est en charge de la chose ferroviaire, on va dire. De l'autre côté, on a les étincelles, avec finalement des émotions locales, on va dire, qui conduisent effectivement à des actions. Et entre les deux, il y a une collectivité qui n'est pas en charge de la chose ferroviaire, qui est le département. Est-ce que le département joue un rôle, à un moment donné, quelque part, à l'appui de ces initiatives plus locales ou pas, ou est-ce qu'il est absent du raisonnement? Voilà, donc ça c'est un propos de géographe. Hein. On a la région, on a le département, on a les communautés de communes, communautés d'agglomération, et puis les collectifs citoyens à étincelles cheminotes. Voilà, dans tout ça, quel est le rôle du département? Voilà. Alors je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose qui manque aujourd'hui.
effectivement, le département n'a plus la compétence. Et donc, le département, je ne veux pas dire qu'il se désintéresse, mais forcément, il a d'autres préoccupations. Et c'est là où, aujourd'hui, on trouve un manque. Les intercommunalités, petit à petit, ont pris le pas sur les communes. Et malheureusement, moi qui étais un fort partisan de l'intercommunalité, j'en reviens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les compétences s'en vont les unes après les autres et le maire n'a plus rien derrière. Et donc la motivation avec sa population, elle n'est plus du tout la même. Et puisque c'est les intercommunalités qui, à la demande de la région, ont pris la responsabilité en ce qui concerne le transport à l'intérieur de leur collectivité, alors ils y travaillent, mais ils y travaillent à l'intérieur de leur collectivité, sans avoir de vision transversale. Et donc, c'est là où l'ASLO joue un rôle important. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de remplacement. On ne trouve plus de responsables pour prendre les opérations et à la continuité de l'association. Et je me suis retourné vers le département parce que je me suis dit, finalement, c'est le département qui pourrait peut-être jouer ce rôle-là, hein, de manière à ce que l'ensemble des intercommunalités puissent être reliées, puissent avoir un meneur qui permet justement de faire avancer les choses et puis de les intéresser à cette transversalité qui n'existe pas aujourd'hui. Et le département est essentiel et je trouve que dans la décentralisation, on n'a pas suffisamment regardé l'intérêt du département. Aujourd'hui, je dirais que le département a plus d'importance que certaines compétences que prennent les intercommunalités. Il y a forcément un lien qui manque. Il y a un lien qui manque, comme je disais tout à l'heure, c'est les passerelles. Et bien là, cette passerelle, elle manque, il faudra certainement la créer. J'espère que la décentralisation pourra être revue. À l'heure actuelle, bon, vous savez qu'il y a Eric Berthe, ancien ministre, qui est chargé justement de faire des propositions. Il se trouve qu'avec une autre association, nous avons décidé de faire une proposition parce que des décisions, il faut qu'elles se prennent plus près du terrain. C'est pas possible de continuer comme c'est. Et donc, chaque collectivité doit avoir son rôle, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait un mélange des gens qui fait qu'on ne sait plus très bien où on en est, ni qui décide quoi. Et l'éloignement des décisions du terrain, ce n'est pas une bonne chose. Donc le département, oui, je suis persuadé qu'il a un rôle important à jouer. Pierre-Henri. Oui, je voudrais profiter sur ce thème-là de demander des précisions et à Gilles Bontemps et à Roland Geffroy. Gilles Bontemps, vous avez parlé, ou fait allusion plus exactement, au débat qu'il y a eu en interne au sein du Conseil régional sur le fait que est-ce qu'il fallait appuyer, approuver et accepter de participer ou de faire du dossier de l'électrification de Nantes-la-Roche-les-Sables un dossier prioritaire au niveau régional. Comment l'action des départements a été perçue, du département de la Vendée a été perçue éventuellement, d'autant plus que c'était de Villiers, c'est pas assez particulier. Et également, est-ce que le fait que Jacques Oxiette était originaire du département de la Vendée a pu jouer dans la façon dont il a pris en compte et pris en charge le dossier, dans la mesure où d'autres personnalités, d'autres collègues que vous aviez, venant d'autres départements, étaient beaucoup moins intéressés et étaient beaucoup plus sceptiques sur l'intérêt qu'il y avait à s'engager dans cette affaire. Et vous, Roland Geffroy, exactement là-dedans, les Côtes d'Armor, là-dedans, dans cette affaire, quid? Oui, très rapidement. Je pense effectivement que les hommes, comme on disait, tiennent un rôle important. Et pour prendre notre exemple, il se trouve que
le vice-président de Bretagne chargé des transports et des mobilités, qui s'appelait Gérard Laëllec, sénateur actuellement, est originaire de notre secteur. Et je dirais, il est né dans la même commune que moi. Ah, plus. Et effectivement, je pense que, mais à l'époque de l'électrification, il n'avait pas ce poste. C'est venu après. C'est venu après. Donc on ne peut pas. Mais il n'empêche que quand, à son passage, si vous voulez, à un poste important pour l'aménagement du territoire et l'organisation des transports, il a joué incontestablement un rôle positif pour nous. Et depuis, nous avons changé de vice-président et on constate que peut-être la ligne sud avance un peu plus vite que la nôtre actuellement. Donc on est obligé de dire, si le sud, oui, pourquoi pas le nord? Et on est obligé d'y revenir. Et pour répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure concernant la création de RFF et l'évolution des coûts, on a constaté cela effectivement à la fin de ce quatrième moment de lutte pour l'électrification. Quand on avait un montant, une estimation qui était à peu près à 56 millions, mais c'était encore des francs à l'époque, et que finalement c'était redescendu à 40, il est beaucoup plus facile de faire verser au pot les collectivités si 30% ne représente plus que tant 13 millions par exemple, que si ça représente 17 ou 18. Et pour finir par rapport à la question du département aussi, je dirais que chez nous, même si effectivement au niveau des compétences, ils n'étaient pas directement impliqués, les conseillers généraux se sont quand même sérieusement impliqués dans l'ensemble de ces bâtiments. Voilà. Donc ils se sentaient quand même concernés. Mais quelquefois, ils avaient un chapeau plus grand et ils avaient un double chapeau. Donc il y avait aussi des choses à assurer. Mais ça donnait quand même la possibilité d'avoir des contacts. Et si vous n'avez pas de contacts, c'est pas facile. Bien, on va passer la parole à Gilles Bontemps. S'agissant de la question sur les débats au sein de la région et Jacques Oxiette. D'abord, il faut se rappeler que Jacques Oxiette, il était maire de La Roche-sur-Yon. Il faut aussi se rappeler qu'il a été longtemps président du GART, groupement des autorités responsables de transport. Et c'est quelqu'un qui avait une vue, on va dire, pas en mini-territoire, une vue globale, une vue régionale et au-delà. Et ça compte dans les gens qui sont amenés à décider. C'est-à-dire, si on est dans un territoire et qu'on pense qu'on va travailler que pour soi, on est mort. C'est pas ça le sujet. Si on n'a pas une vue globale, générale du territoire et des besoins du territoire, de l'attractivité de la région, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, l'attractivité de la région, elle ne se fait pas sans la côte, elle ne se fait pas sans les grandes villes, et il faudra bien faire. Et elle ne se fait pas sans le territoire rural, pardon. Et donc c'est bien tout ça qu'il faut faire marcher en même temps. Sinon, on est dans des choses rikiki, restreintes, etc. Et donc lui, il n'avait pas cette vue rikiki, il avait plutôt une vue large. La deuxième chose, c'est que sur la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon et Sables-d'Olonne, on l'a dit tout à l'heure et vous l'aviez marqué dans votre note, il a signé un accord avec De Villiers pour mettre en place le TGV tracté. Et la logique était de continuer, non pas à continuer à faire le TGV tracté, ce qu'on disait tout à l'heure, qui a eu son mérite, et moi je dis ce qu'on n'y a pas dit tout ça, au contraire, mais c'était de l'emmener au bout de l'objectif, c'est-à-dire d'aller vraiment vers l'électrification. Mais ce type de débat, on a pu l'avoir à d'autres moments, sur d'autres sujets. On l'a eu sur Nantes-Pornic-Saint-Gilles, ce que je disais tout à l'heure, où il y avait une partie des élus, des vice-présidents, qui n'étaient pas d'accord pour que la région mette des sous sur le sujet. Et donc, c'est bien le travail en commun de plein de gens, y compris certains qui sont là aujourd'hui, qui a permis de faire bouger les lignes en interne.
Mais on l'a eu sur d'autres sujets. Quand il a fallu, par exemple, réaliser la première fois l'atelier de maintenance à Grand-Bleudreau, c'est Archambault qui était arrivé, le directeur régional de la SNCF de l'époque, où on s'était vu, et je lui avais dit, si vous le voulez, le truc, on travaille ensemble en off, on va avancer ensemble, parce que la plupart des gens à la région n'étaient pas d'accord. Le maire de Saint-Nazaire-Batteux, qui était vice-président, n'était pas d'accord. Le maire de Angers, qui était aussi vice-président, il n'était pas d'accord. Le DGS n'était pas d'accord. Donc il a fallu faire bouger les lignes de l'extérieur et de l'intérieur. Donc ça fait partie des sujets qui ne se voient pas, mais qui sont importants sur l'issue qu'on peut donner à des dossiers. Et Archambault, je lui avais dit deux choses. Je lui avais dit, si vous voulez, son prédécesseur, il avait proposé un truc, de faire un atelier à Nantes de niveau 1 et 2, qui coûtait 8 millions d'euros. Il disait à la région, vous en mettez la moitié, je ne vous les rends pas. En gros. Mais ça ne passait pas. C'est fait bananer, etc. Ce qu'on a réglé avec Jean-Christophe Archambault, c'était un niveau 2 et 3, c'est-à-dire du lourd, là, et c'était 25 millions d'euros. Et c'est la région qui a tout payé. Le SNCF en a vendu c'est 10, la région on a mis 15, et on a remboursé la SNCF après. Mais pour réussir ça, j'avais dit à Jean-Christophe Archambault, si vous voulez qu'on y arrive, on fait la démonstration. 1, qu'on économise un nombre de trains. 2, qu'on augmente le nombre de salariés cheminots à la SNCF. 3, qu'on va récupérer de la taxe professionnelle parce qu'à ce moment, il y en avait. À ce moment-là, il y en avait encore une part pour les régions. Et donc, on a tout travaillé comme ça. Et 4, nos trains, ils n'attendront plus, puisque les trains, ils étaient entretenus à Rennes, pour certains, à Tours, pour d'autres, au Mans, pour d'autres, et à Montrouge, pour les autres. Et donc, j'avais dit à Jean-Christophe, faites aussi le calcul de l'économie des frais de péage pour emmener les trains dans les différents ateliers, plus les attentes, parce que quand on va chez les autres, on n'est pas prioritaire, etc. Et on a travaillé comme ça. Et ça a duré 1 an. Et au bout de l'année, on a renversé tout le monde. Et on a eu les premiers ateliers. Donc, ça veut dire que c'est des choses comme ça, en interne, et ça peut exister dans toutes les collectivités. Et vous avez des gens qui pensent que le fric, on serait mieux de le mettre ailleurs, ou ceci, ou cela. Et j'ai la même opinion que M. Merceron, que Jean-Claude, sur la question des intercommunalités. Vous avez aujourd'hui des grosses intercommunalités, elles en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe autour. Et j'ai un exemple, on venait d'en parler tout à l'heure, à la pause. Aujourd'hui, il y a un projet d'extension du tramway de Nantes, avec le franchissement de la Loire. Ça s'est travaillé tout seul dans les services de Nantes Métropole. Et puis quand le sujet il arrive, on s'aperçoit qu'on va hypothéquer l'entrée ferroviaire du rempart maritime à Nantes. Et donc on est en train de se mettre en ligne pour pouvoir faire péter ce projet et préserver les deux. Et la prolongation du tramway, mais par un autre circuit, et la préservation de l'entrée du fret ferroviaire à Nantes. Donc j'ai la même opinion sur ça, et je pense aussi que les départements ont une vue beaucoup plus large de l'ensemble du territoire, et que c'est, personnellement, moi, je me suis toujours opposé à la disparition des départements, parce que ça a été un sujet à un moment donné où les gens ils disaient des strates, machin, ceci, cela. Ce serait une vraie connerie que de voir disparaître les départements, et y compris quand ils n'ont pas la compétence, ils ont le regard, parce que c'est aussi important. Et donc, je pense que là, on a besoin de ces niveaux de décision près des gens, près des territoires, et qui permettent de dépasser. Sinon, vous allez avoir les régions qui regarderont en grand, les métropoles qui regarderont seulement dans leur territoire, et ça ne pénalisera pas que le reste. Ça pénalisera tout le monde au bout d'un moment. Parce que si on n'a pas la vue globale de ce qui se passe autour, on pénalisera aussi les autres. Donc je pense ça, moi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je voulais vous entendre dire. Je voulais vous entendre dire comment ça se passe en interne dans un conseil régional, parce que finalement, on a, en tant qu'acteur extérieur, on a une vision lisse. On ne sait pas les tractations et les enjeux et les désaccords, pour ne pas dire les conflits, qu'il peut y avoir entre des intérêts divergents
des différents acteurs selon leur point de vue, sur leurs intérêts et la concurrence qu'il y a entre les différents dossiers. Et en même temps, je voulais vous entendre dire aussi la vision d'Oxiette, l'ouverture d'esprit d'Oxiette à la fois sur la stratégie de développement du territoire et l'ouverture d'esprit vis-à-vis des adversaires politiques ou des concurrents politiques. J'ajouterai personnellement, si vous le permettez, Francis et Pierre, sur les départements. Je vous dirai demain que pour l'amélioration de modernisation dans le Saint-Gilles, c'est également le cas, hein, le rôle du département. Pour renforcer ce qui a été dit tout de suite précédemment, contrairement à ce que beaucoup disent, il y a autant de niveaux de gestion territoriale en Allemagne qu'en France. Le millefeuille territorial est aussi allemand que français. Il y a certaines différences, je vais vous indiquer lesquelles, j'en profite pour vous porter ça. Il y a les communes, comme en France, qui s'appellent les Gemeinden. Vous avez au niveau supérieur l'État, qui est l'État fédéral, il est fédéral, et vous avez des départements et deux structures intermédiaires qui s'appellent les Kreis et les Bezirk, hein, qui correspondent grosso modo, alors c'est pas exactement les départements, qui correspondent grosso modo aux départements et aux arrondissements. Il y a trois différences entre la France et l'Allemagne par rapport à ce même millefeuille, et une différence statutaire ou administrative ou juridique, puis une différence comportementale. La première différence, c'est que les villes ont deux compétences à la fois, c'est-à-dire elles juxtaposent les compétences communales et les compétences d'arrondissement de Kreis. Donc les villes sont plus compétentes que les communes rurales, pour lesquelles ils sont englobés dans les Kreis. Deuxième différence, il y a eu une réforme communale en Allemagne, alors qu'il n'y a pas eu de réforme communale en France. Vous avez donc beaucoup moins de communes. Ceci dit, en France, on pourrait avoir aussi le phénomène d'association. Troisièmement, le Bundesrat, qui est le Sénat allemand, et l'émanation directe des Länder. Oui, j'ai oublié les Länder au passage, je m'aperçois de ça. Hein, et donc, les Länder, qui correspondent aux régions, ont un pouvoir de censure sur le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, pour faire passer une décision, une coalition de Länder peut bloquer complètement une décision de l'État fédéral allemand. Et comportementalement, ce sera un point que je développerai aussi demain, j'en profite pour le dire, vous avez une conception beaucoup plus partenariale des décisions. C'est-à-dire, on discute d'abord, on décide ensuite. En France, on décide d'abord et on discute après. Justement, j'avais une question, mais là c'est pour bon temps, qui est un peu complémentaire, mais qui est importante aussi, c'est la montée en puissance de la région. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la documenter, c'est-à-dire que dans ce qui a été dit au départ, on a des communes, on a des élus départementaux, etc. La région est assez embryonnaire à ce moment-là. Donc elle va apparaître à un certain moment comme un acteur de plus en plus puissant, hein, c'est-à-dire en gros avant 1997-2000, elle n'est pas très puissante, elle signe des conventions qu'on lui présente sans trop regarder les conditions. À partir de 2000-2002, là ça devient un peu différent, les régions expérimentatrices ont pu le faire un peu avant, et donc à partir de là, il va falloir se constituer aussi une expertise dont elles avaient cruellement besoin et qu'elles n'avaient pas. Donc là aussi, il y a un processus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont justement ce processus vous a amené vous aussi à être en position beaucoup plus forte et à pouvoir aussi, à un moment donné, taper du poing sur la table, justement prioriser les choses par rapport à une situation antérieure où vous interveniez qu'à la marge? Ben, ça conduit notamment déjà au début aux régions à s'équiper de services qu'elles n'avaient pas, avec des compétences qu'elles n'avaient pas. Parfois même en allant chercher de la compétence à la SNCF. Oui. Moi, les premiers gens que j'ai rencontrés à la région des Pays de la Loire, moi je suis arrivé en 98 à la région, donc c'était Fillon à l'époque, j'étais dans l'opposition, j'étais à la commission transport déjà. À
Alors, on faisait partie des régions expérimentatrices, donc il y avait déjà des choses. Et par exemple, on citait Alain-Louis Gourdy tout à l'heure. Alain-Louis Gourdy, c'était quelqu'un qui était un cadre de la SNCF, qui a été mis en congé particulier de la SNCF, qui a intégré les services de la région et qui est venu apporter sa compétence aussi bien pour construire le service dont la région avait besoin que pour piloter des gens avec des connaissances techniques, etc. Parce que je partage aussi ce qui a été dit, et ça aussi, les élus, c'est un vrai sujet. Si vous avez des élus qui n'ont rien à foutre, qui laissent la service travailler et qui viennent les voir seulement quand il y a une commission ou un machin, c'est mort. Donc vous avez intérêt d'avoir des élus qui s'impliquent, qui connaissent leur dossier, qui vont rencontrer du monde, qui vont voir des techniciens, etc. Ils ne seront pas techniciens jamais à la place des techniciens, mais ça donne un bout de compétence qui permet de comprendre au moins ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur dit, etc. Voire de pouvoir prendre des décisions. Donc les régions se sont progressivement, on va dire, équipées en gens compétents, en allant les chercher et dans les entreprises publiques de la SNCF, parfois dans des services de l'État aussi, parce que c'est aussi arrivé d'avoir, et ça arrive encore, des gens qui sont dans les services de l'État. Et puis, il y a la question du lien avec le territoire, du lien avec les élus du territoire, du lien avec les cheminots, du lien... Alors quand je dis les cheminots, je parle aussi bien des syndicats de cheminots que je parle aussi bien de l'encadrement des cheminots, parce que quand on se cause, c'est pas pareil. Et donc, tout ça, ça a contribué, si vous voulez, à faire évoluer les sujets. Pareil sur le matériel. Parce qu'avant, le matériel, la SNCF vous disait, vous avez besoin d'acheter des trains, là c'est ça. À partir des années, on va dire 2000, 2004, 2005, là aussi, il a fallu trouver des compétences dans les régions pour pouvoir parler du matériel. Là aussi, on a fait appel aux cheminots, et pas seulement, mais on a fait beaucoup appel aux cheminots, parce que ça ne s'improvise pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer, parce qu'il y avait des habitudes qu'il fallait enlever. Par exemple, quand la première commande de trains sur lesquels la région des Pays de la Loire a eu à se prononcer, c'est les tram-trains. Les tram-trains, ça ne s'invente pas, voilà, il faut un peu de connaissances, de compétences. Il a fallu aller voir du monde, il a fallu travailler. On a aussi travaillé avec les opérateurs, les constructeurs, avec Alstom, avec Bombardier et d'autres, pour pouvoir s'acculturer d'un certain nombre de sujets, pour ne pas avoir qu'un son de cloche. Et donc, c'est l'addition de tout ça qui a permis de faire. Et comme moi, j'ai eu la chance d'être désigné à la commission de l'ARF des transports pour suivre les marchés de train, j'ai eu la chance de suivre, on avait mis en place des comités de pilotage. C'est des relations qui ont évolué avec la SNCF. Ça a commencé avec le tram-train, mais où les régions disaient, attendez, c'est fini maintenant. C'est nous qui payons, c'est nous qui commandons. Donc, on va travailler ensemble, mais vous n'allez pas me dire, c'est ça que... Voilà. Donc, on a commencé à travailler comme ça. Et on s'est acculturé au fur et à mesure avec ces différents contacts et avec nos services, parce que l'élu, il ne remplace pas les techniciens, les ingénieurs, les machins. Mais il faut qu'il ait une connaissance minimum assez large des dossiers, s'il veut se faire entendre et se faire comprendre. Il ne faut pas que ce soit l'inverse aussi. Et il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas aller faire le boulot à la place des services. Et ni dans l'autre sens. Ni dans l'autre sens. Que les services ne fassent pas le boulot à la place des élus. Donc chacun a son rôle à jouer, et c'est on va dire, c'est un montage qu'il faut construire au fur et à mesure. Et ça s'est fait comme ça. Et après, on a eu les marchés, les deux gros marchés qui ont été passés par les régions, les Régiolis d'Alstom et les Régios de Zen de Bombardier. C'est les deux niveaux qui circulent aujourd'hui. C'est les nouveaux trains, c'est les derniers qui circulent sur les lignes ici. Et là, c'est pareil. On a été amené à travailler beaucoup avec les services, avec les constructeurs, pour dire voilà de quoi on a besoin. Alors, l'importance dans le choix et dans les demandes des régions, c'était d'avoir une bonne connaissance des besoins du service, des besoins des usagers, et ce qui nous conduisait à dire est-ce qu'il faut des portes plus grandes parce qu'il y a beaucoup de fréquences dans ces gares-là, etc. C'est des choses aussi bêtes que ça qui peuvent paraître aussi bêtes que ça. Et on avait admis, avec la SNCF, que c'était bien le comité de pilotage qui prenait les décisions, y compris pour
décider du constructeur qui serait retenu. Ça passait en plus ensuite, toujours, au comité, au conseil d'administration de la SNCF pour validation, mais je n'ai jamais vu la SNCF faire autre chose que de valider les choix des régions. Parce que ça aussi, ça s'est construit en marchant. Et je trouve que c'est important. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, je pense que c'est important aussi de montrer le rôle de tous les acteurs. L'acteur le plus récent devient aussi l'acteur éminent dans cette affaire-là. Alors, je pense peut-être qu'on va passer à un peu plus d'interactivité pour terminer. Alors, Georges a déjà levé la main, il y en a d'autres. On va peut-être voilà, faire circuler le micro. Oui, tiens, Georges, commence. Alors, il est révolu le temps où les députés, les candidats aux élections législatives, pour être élus, proposaient, si vous votez pour moi, vous aurez un chemin de fer. C'était sous le Second Empire. Les candidats officiels, c'était un argument de poids. Et vous voyez, on a commencé à picoter la voie, à faire des tracés, continuez à voter pour moi, et demain je serai élu, et vous aurez votre ligne. Aujourd'hui, les députés, les élus sont là pour plutôt dire, si vous avez voté pour moi, on ne touchera pas à votre ligne. Ça s'est renversé. Entre-temps, rappelons les années 50, la SNCF électrifie, elle fait quoi pour financer? Elle fait appel à des emprunts comme EDF à l'époque, et qui achètent des obligations de SNCF, le peuple français qui croit au chemin de fer. Hein. C'est les années 30 glorieuses, Génitia, c'est les records de vitesse de la SNCF, l'électrification, et c'est l'épargne française, le bas de laine, qui va souscrire ses emprunts. À l'époque, on achète des obligations dans les grandes gares, hein, tout ça c'est très... L'épargne française est connue pour ça. Bon, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, on adhérait, on croyait qu'on pouvait financer, au fond, l'usager, le contribuable, contribuer à financer. Ça c'est... ça a bien changé, ça prouve... C'est une question de fond, au fond. Est-ce qu'on croit toujours intéressant de financer quelque chose qui n'est plus vraiment rentable? Parce que la question un peu plus de fond, dans les 80-90, j'ai travaillé plutôt en tant que sociologue sur, c'était une commande de la SNCF, vous savez, du côté de Chauvinot, enfin, il s'intéressait à l'image de marque des élus locaux par rapport à l'Allemagne, etc. Bref, et on a entendu quelque chose, enfin, qui est assez vrai, au fond. Il y a deux députés. Le député des Côtes du Nord, lorsqu'il est dans sa circonscription, il est représentant le porte-parole de tous ses intérêts locaux, il va défendre la gare, il va défendre la ligne de chemin de fer. Et le même député à Paris, il est dans un parti politique, et il y a des consignes de vote qui n'ont pas forcément en phase avec les promesses de terrain un peu plus démagogiques. Hein. Donc, il y avait à noter quelques écarts comme ça, des dissonances entre le discours rassurez-vous, à Paris, je m'occupe de vous, et puis en fait, au contraire, alors je pense qu'en particulier, c'était plutôt les députés de droite libéraux, ils promettaient au terrain de ne toucher à rien, et en fait, ils votaient avec, on l'évoquait, dans le sillage du plan 78, fermeture de ligne. Bon, alors ma question aussi, c'est, est-ce qu'entre un député et un sénateur, le sénateur c'est l'homme du terrain, l'homme du terroir, l'homme qui a de la boue accrochée au sabot, le député il est plus à Paris, est-ce que dans les systèmes des recommandations des soutiens, un sénateur vaut mieux qu'un député? Bon. Bon, voilà. Je ne pense pas. En fait, bon, le sénateur, c'est le représentant des collectivités, et donc à ce titre-là, il est en prise directe, bien évidemment, avec les élus de son secteur. Ceci étant, lorsqu'il arrive là-haut, eh ben, on retombe dans le même schéma, qui est le schéma politique. L'idée vient de mon parti, donc pas de problème, mais s'il vient du parti d'à côté, c'est pas bon. C'est exactement ça. Vous savez, j'ai vécu 10 ans au Sénat, et je peux vous garantir que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très regrettable. Et quand on voit la comédie qu'il y a actuellement au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée, hein, et ben alors, vous voyez un petit peu l'image dans laquelle les choses se passent. Mais c'est dommage. C'est dommage, on devrait être quand même capable de faire en sorte que
tout projet puisse être discuté. On peut être pour, on peut être contre, on peut amender, mais quand on est dans des clivages comme ça, on ne peut pas avancer. Il me semble que ces clivages sont moins prononcés au Sénat qu'à la Chambre des députés. Oui, oui, certainement. On s'arrondit mieux. Non, mais oui, certainement, mais je peux vous garantir quand même que la lignette, elle est là. Hein. Et malheureusement, je pourrais vous donner des détails très précis par rapport à ça, parce que quand on arrive au Sénat, après avoir vécu des tas de choses sur le terrain, on se dit, au moins on va apporter sa contribution. Pas du tout, pas du tout. Mais on ne peut pas apporter sa contribution. C'est très rare quand on puisse le faire. Parce qu'il faut toujours dégager des majorités. La ligne du parti. Voilà, et il y a le problème de la ligne du parti. Et je suis vraiment... Alors, dans toutes mes fonctions, je peux vous dire une chose, ce que j'ai moins apprécié, c'est le Sénat. On m'a dit que c'était une récompense. Ben, je ne crois pas. Mais par contre, je ne regrette pas quand même d'avoir vécu cette expérience. Je ne regrette pas d'avoir vécu, mais ce n'est pas celle qui m'a laissé le plus de mon souvenir. Parce que quand vous êtes au terrain, vous voyez ce que vous faites. Vous avez d'abord une relation étroite avec votre population, avec vos collègues, et quand il y a un projet, pour réussir un projet, il faut avoir un objectif bien précis, sinon ça ne colle pas. Vous pouvez toujours parler de ceci ou de cela, mais si vous ne cadrez pas votre affaire, qui fait que, elle puisse être discutée. Je me souviens, au conseil municipal, d'un projet, j'avais bien mijoté, avec les adjoints, tout ça, tout était... On présente ça au conseil municipal, et tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais t'as pensé à ça? Et ben voilà, à partir de là, soit vous restez sur vos positions parce que l'observation n'a pas de sens, ou alors vous en tenez compte pour faire en sorte qu'on trouve les bonnes solutions. Et le problème, ce qui existe à la mairie dans une petite commune, il doit exister un peu partout. C'est comme ça qu'il faut faire avancer les choses. Et comme le disait notre ami Gilles, les problèmes d'options politiques, ça doit passer en dehors de tout ça pour un certain nombre de projets. Bon, bien évidemment, chacun a sa conception, chacun a son opinion, mais ceci étant, il y a forcément des projets qui rassemblent. Forcément. Donc le Sénat, peut-être un peu mieux, mais... Je pense. Si vous permettez, je vais vous risquer une question un peu casse-gueule, mais c'est pas grave. On parlait de la région et des décisions de la région. La région Pays de la Loire, elle rentre dans l'histoire comme étant une des premières régions à ouvrir le marché des transports de voyageurs à la concurrence. Et quand on dit ça, je pense qu'il faut se dire qu'elle l'ouvre au sens de la maintenance et l'exploitation, mais aussi de la distribution, puisque la région lance un appel d'offres, bien sûr, pour mettre en concurrence sur la maintenance et l'exploitation, mais elle lance parallèlement un appel d'offres sur la distribution. C'est-à-dire la distribution n'appartiendra plus aux opérateurs, mais elle sera dans les mains de la région. Moi, ce qui m'intéresserait d'avoir comme réaction, plus du côté usager, parce que je pense que je connais déjà l'opinion de Gilles, mais plus du côté usager, qu'est-ce que vous attendez de ce virage historique, qui est l'ouverture du marché à la concurrence, aussi bien sur l'exploitation que sur la distribution des titres, parce qu'on parle directement de la capacité des usagers à aller dans le train avec un billet. Moi, je dis que c'est un peu casse-gueule, parce que moi, comme je défends forcément la SNCF, parce que c'est mon employeur et je suis assez heureux de leur gagner le premier lot ouvert à la concurrence, mais plus généralement, est-ce que vous attendez quelque chose? C'est un espoir, c'est une crainte? Ça serait intéressant de vous entendre sur ce thème-là, parce que c'est comme l'histoire, on parle d'histoire, mais l'histoire s'écrit maintenant. Oui, tu peux répondre à ça. Oui, moi ce que je pense, c'est que dans cet appel à la concurrence, on a trop globalisé les choses. Et si bien que on ne peut pas s'y retrouver. À mon avis, ça ne marchera pas bien. Il aurait mieux valu que ce soit un peu plus saucissonné et que les lignes soient un peu séparées. Parce que si on veut réussir, eh ben, il faut bien canaliser les choses. Et je ne crois pas qu'on les canalise en faisant une enveloppe trop importante. Ça, à mon avis, ça ne donnera pas de bons résultats. Et Henri, tu peux dire ce que tu as envie de dire.
Alors, l'ouverture à la concurrence, l'effet positif est dans l'ouverture à la concurrence elle-même. Je m'explique. C'est l'existence d'une épée de Damoclès, c'est de l'existence d'une épée de Damoclès que les différents acteurs, SNCF et les autres exploitants putatifs, tireront bénéfice, et également la collectivité. C'est-à-dire que c'est la possibilité même d'avoir un concurrent qui fait que le comportement des acteurs sera plus bénéfique pour l'autorité organisatrice et plus vertueux pour le service rendu. Je m'appuierai sur... j'étais très marqué par l'exemple de Singapour en matière de mise en concurrence. Ils ont simplement segmenté le réseau de bus, ça portait sur le réseau de bus, en fait, l'ouverture de Singapour sur la concurrence. Ils n'ont pas touché, ils n'ont pas mis en concurrence le réseau lourd de métro, à l'époque du moins, quand je l'ai étudié. Simplement, ils ont découpé le réseau de bus et se sont débrouillés pour qu'il y ait un cinquième à un quart qui passe à un concurrent. Et à partir de là, c'est resté stable. Simplement, aussi bien que la SBS, la Singapore Bus Service, que la TDIE, la TIE, savaient qu'à l'issue de leur contrat, ils seraient mis en concurrence. Et finalement, le fait de savoir qu'ils seraient mis en concurrence faisait qu'on avait un comportement beaucoup plus efficace au bénéfice de la collectivité. En ce sens, je pense que, bien sûr, à juste titre, vous vous êtes félicité, vous pouvez vous féliciter d'avoir remporté ce premier lot, mais je ne sais pas si la région vous a rendu tellement service. Sincèrement. À l'inverse, ça ne nous aurait pas rendu service. Sincèrement, je ne pense pas que la région vous ait rendu service en ne conférant pas une partie. Voilà, je suis sur la position de Jean-Claude, on en a discuté ensemble. Il fallait que vous perdiez une petite partie de ce qui allait être mis en concurrence en plusieurs segments pour que, et celui qui allait prendre votre lot et vous-même, améliorer votre comportement au bénéfice de l'autorité organisatrice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, pour moi, ça devait être ou le tram-train ou Nantes-Saint-Gilles-Pornic. Mais un seul des deux suffisait. Sur la distribution, vous n'êtes pas inquiet. Pardon ? Sur la distribution, vous n'êtes pas inquiet. Ah si, je suis plus inquiet. Alors, par contre, oui, c'est la réponse à la distribution. Je pense que c'est une erreur profonde que la région prenne en main la distribution. Ce n'est pas de sa compétence, elle est trop éloignée du terrain, elle va encore sortir une usine à gaz. Attention aux compétences trop importantes. Ça ne peut pas donner de bons résultats à terme. Il faut que les hommes, pour avancer, soient un peu en concurrence. Et par cette concurrence, trouver des moyens de travailler quand même ensemble. Ah, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Jean Varlet, géographe, Université Savoie-Mont-Blanc. J'ai deux séries de propos à tenir. Le premier, je vais vous bousculer un peu tout le monde là. Le premier, c'est de dire, bon, on est dans un colloque où il est question de lignes, d'infrastructures, de dessertes, de fonctionnement de réseau, de tarification, de questions institutionnelles. Et les débats montrent que vous êtes tous, et je souscris à vos propos, vous constatez tout un tas de dysfonctionnements par-ci et par-là, notamment sur le plan institutionnel. Ne pas oublier que l'ingénierie de la mobilité n'a pas de frontières. Il n'est pas question d'une infrastructure, d'un véhicule, d'un tarif, d'un département, d'une intercommunauté, d'une région, etc. Le client qui se déplace, il passe toutes les frontières. Alors, il est contraint, il subit les changements de frontières. Il n'y a plus de desserte, le tarif change, ou je ne sais quoi.
bref, on passe. Et en France, on n'a pas cette vision globale d'une ingénierie de la mobilité. Alors, que la base donne son point de vue, entièrement d'accord, que les diverses strates le donnent aussi. Par contre, en France, même si j'étais un fervent partisan des lois de décentralisation de 1982-83, la conséquence la plus néfaste est qu'il n'y a plus de politique nationale, et notamment en matière d'ingénierie de la mobilité. La mobilité, elle n'est pas régionale, elle n'est pas départementale, elle n'est pas communale, etc. Il y a des hommes qui se déplacent, et qui franchissent toutes les frontières. Alors comment on fait pour organiser pour eux quelque chose qui fonctionne? Voilà. Donc ça, c'est la première série pour vous. La deuxième série, c'est pour vous donner l'exemple, à notre frontière côté Est, j'en suis proche. J'ai monté un master de transport, intermodalité, territoire, dans lequel pendant 13 ans on a fonctionné avec les Suisses. Les ingénieurs transport suisses sont venus faire des cours, et on a été là-bas découvrir et vérifier la structure et le fonctionnement du système. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un monde totalement différent, hein. Peu applicable en France actuellement, c'est évident. Ils ont fait le constat dans les années 70 que les forêts des cols alpins étaient de plus en plus polluées, hein, et dégradées. Donc ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont réfléchi. Tous, hein, ils ont dit comment faire? C'est les poids lourds, c'est les voitures, etc. Donc il faut redorer le blason du transport collectif. Je passe. Hein. Un système est mis en place, a été voté, le système rail et bus 2000. En 1985 et en 2000, c'était en place. Ça fait 25 ans que ça existe et que ça fonctionne. Que se passe-t-il? On instaure le cadencement. C'est venu un petit peu en France. Mais surtout, dans chaque gare principale, il y en avait 9 au départ, maintenant c'est quasiment tout ou presque. On organise, quand il y a un nœud, on organise une plateforme de correspondance de tous les véhicules, les trains. Ils arrivent tous en même temps, dans les mêmes 3-4 minutes, on organise les correspondances, les trains repartent. Mais, à la sortie de la gare, vous avez la même chose avec les cars postaux, avec les bus urbains, avec le S-Bahn ou RER, avec le tramway s'il y a besoin, etc. Autrement dit, vous avez un hub ferroviaire et un hub multimodal. Tout le monde arrive en transport collectif, pas de correspondance entre tous les modes de transport dans les mêmes 3-4 minutes, et on repart dans sa direction. Et ça, vous le trouvez dispersé sur toute la carte du territoire suisse. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de réservation obligatoire? Il n'y a pas de réservation obligatoire. Il est question d'infrastructure, il est question de fonctionnement, il est question aussi de tarification. Un système global a été mis en place qu'on a appelé l'abonnement général pendant longtemps, qui s'appelle maintenant le Swiss Pass. Vous pouvez acheter pour 1 an ou 1 mois une carte d'abonnement. Alors à l'année, c'est 3600 francs suisses en seconde classe. Et vous avez ensuite la liberté de circuler sur tous les modes de transport, train, cars postaux, bateaux, qu'est-ce que j'ai oublié, tous les transports urbains, les autocars, certains téléphériques, chemin de fer de montagne, illimité pendant 1 an. Là où je veux en venir, c'est pour dire quoi? Ça fonctionne. Vous pouvez accéder à 80% des territoires helvétiques sans, par une série de chaînes multimodales que vous trouvez à 300-400 mètres de chez vous, plus loin. Voilà, le système, il fonctionne. La résultante aujourd'hui, c'est quoi? Alors bien sûr, tous les véhicules taux de remplissage sont très élevés, sont pleins. Bon, le cadencement a été fixé à l'heure en heure creuse et à la demi-heure en heure de pointe. Ils ont changé le système, ils sont en train de le faire. En 2016, ils ont voté pour passer un cadencement à la demi-heure. Toutes les lignes sont à la demi-heure sur le territoire suisse, et aux heures de pointe tous les quarts d'heure. Donc c'est un véritable métro qui se met en place. Alors pourquoi ou comment ça s'est fait, ça? Ce programme Rail 2000 a été soumis à la votation populaire confédérale. Le peuple suisse a voté 65% de oui pour cette affaire-là, en 1985 ou 7. Et depuis, tout le monde fonce dans la même direction. L'ingénierie de la mobilité, c'est pas un truc de droite ou un truc de gauche ou d'extrême ou du centre, c'est les gens ont besoin de se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait pour leur donner la possibilité? Donc ça, c'est quelque chose qui est formidable. Donc à partir de là, il n'est plus question de concurrence, il n'est plus question de secteur privé, secteur public. Les compagnies ferroviaires en Suisse, il y en a des dizaines et des dizaines, aussi bien publiques que privées. De toute façon, elles sont toutes financées plus ou moins par la Confédération.
Donc voilà. Et on arrive à un système qui fonctionne. La deuxième résultante, et c'est là où je termine par ça, c'est que vous avez aujourd'hui, grâce à ça, ce système qui fonctionne très bien, qui dessert pratiquement tout le pays, et pour lequel on paye finalement peu, et on a la liberté de circulation totale. Vous avez beaucoup de citoyens suisses qui ont décidé d'abandonner la voiture, de s'en séparer définitivement, puisqu'on circule très très bien. On est dans la mobilité durable parfaite. Donc tous les problèmes de garage, de frais de réparation, etc. Il y a 1 an et demi, j'étais à un colloque en Suisse où j'intervenais et il y avait quelqu'un de l'Office fédéral du transport qui disait, puisque je disais ça coûte être 3600 francs pour l'abonnement général, à l'année il me répondait, pour la voiture ça coûte combien? 10 000 francs. Chaque personne qui a une voiture dépense chaque année 10 000 francs en Suisse pour entretenir et faire circuler sa voiture. 3600. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Tout ce que vous dites, moi je souscris totalement. Mais en France, on est en train de se dire, le département, la région, les intercommunalités, bon, il faudrait déjà qu'au niveau national, on arrive à mettre en place un système de mobilité durable, une politique de déplacement des personnes qui soit validée par tout le monde, et qui en fonce après tous. Ouais, il y a voilà. du boulot à faire. On est dans un autre monde, je vous ai dit. Oui, il faudrait commencer par faire en sorte que la mentalité française puisse se rejoindre la mentalité suisse. Et à partir de là, il y a peut-être des choses qui pourraient se faire. Et puis que quand on fait un référendum, on vote bien sur la question posée, non pas sur autre chose. Ah oui, mais bon. C'est sûr, hein. Monsieur Poireau de la FNOT, Pays de la Loire. Alors je vais m'adresser plus particulièrement à Monsieur Juvon. Donc à l'horizon 2030, il est prévu la région des Pays de la Loire qu'il y ait un train chaque heure en heure creuse sur chaque ligne et à la demi-heure en heure de pointe matin et soir. Aujourd'hui, il y a 54% d'augmentation entre 2019 et aujourd'hui de fréquentation. La plupart des trains sont complets. Il n'est pas possible de mettre une deuxième rame parce qu'il manque du matériel. Et en plus, les quais sont courts. Donc comment fait-on par rapport à l'engouement des gens aujourd'hui qui aspirent à prendre des transports en commun en abandonnant leur voiture? Comment fait-on? Concernant la tarification, moi je dis une chose, il ne faut surtout pas que la région copie sur le national par l'intermédiaire des TGV, c'est-à-dire le prix de marché. Et moi, j'ai dit une chose, aussi bien pour les TGV comme avant, c'était au prix des kilomètres avec une dégressivité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens revendiquent que le train est cher, et en particulier le TGV. C'est vrai que pour les petites distances, quand vous payez 50 €, 100 €, ça fait mal. Moi, je dis, si on veut vraiment que les transports populaires et qui s'harmonisent entre eux, comme disait monsieur tout de suite, et ça serait une bonne chose au niveau de la France, mais surtout il faut revoir les tarifs de façon qu'il y ait un maximum de gens pour qu'ils puissent utiliser les transports en commun et avoir, comme vous disiez en Suisse, une carte unique pour l'ensemble des transports. Parce que là, chaque communauté de communes ou chaque agglomération fait sa cuisine et tout le monde s'y perd. Voilà. Donc, comment vous allez faire par rapport à l'augmentation énorme sur les TER, comment vous allez faire pour tenir jusqu'à 2030 sans matériel, sans rien? Donc je demande la réponse à M. Juvon. C'est une bonne illustration de ce qu'est l'évolution de la SNCF depuis le choix de la régionalisation. Moi, je ne deviens qu'un modeste exploitant mainteneur. Déjà, je ne distribuerai plus les titres. Hein. Dès 2024, à la fin de l'année, sur le train-train. On va le faire un petit peu pendant 2 ans, le temps que la région soit prête, puisqu'elle a pris 2 ans de retard sur le système de distribution. Donc, assez aimablement, on va le faire encore 2 ans. Mais derrière, je ne le ferai plus. C'est pas moi qui investis dans les rames. Demain, je ne suis même pas sûr que ce sera la SNCF qui commandera les sillons, la SNCF réseau. Mais dans la logique de candidats autorisés dans les régions. Donc, la réforme, la loi
loi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le législateur dans sa grande sagesse, a priori, c'est à la région qu'il faut poser la question. Et je pense que c'est même pire que ce que vous pensez, puisque, alors bien sûr, on a une fréquentation, on va s'en réjouir, même si la fréquentation qui explose, elle est due à un gazole à 2 € le litre et un payé de la ménagère avec plus 15 points, hein, faut pas se leurrer, c'est un choix d'arbitrage dans les budgets des ménages qui est la première raison. On peut de temps en temps se féliciter pour l'écologie, mais c'est pas la première motivation des gens de monter dans le train. Après, il y a un deuxième phénomène dont on ne parle pas du tout, c'est qu'on a plus 30% de choc avec la faune sur les lignes en Pays de la Loire. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez des sangliers, je suis désolé, mais on a un vrai problème sur la reproduction des sangliers, et c'est pas fini. On n'a plus de chasseurs, il n'y a plus de petits gibiers, donc il n'y a plus de chasseurs pour le petit gibier, il y a de moins en moins de chasseurs pour le gros. Et quand ça cogne méchamment. Et moi, quand j'ai un troisième sujet après, c'est que j'ai 11 séries pour produire en Pays de la Loire. 11 séries. Donc c'est un vrai Tetris, entre thermique et électrique. Et donc, sur des petites séries, dès que vous avez des chocs et une fréquentation, vous croisez les trois et c'est la fin des haricots. Et je n'ai pas de solution. Hein. Si j'avais une solution, je serais très très heureux de vous la sortir de mon chapeau. Et puis il y a un quatrième sujet dont vous ne parlez pas, mais il m'inquiète au moins autant que les 3 premiers, c'est les effets climatiques. Hein. En novembre, 3 tempêtes. En novembre, c'est la catastrophe. On a une qualité de production qui se casse la binette. Aurélie Mess, qui est la représentante du collectif Apornic sur... je comprends très bien hein, des clients qui ne sont pas du tout heureux de monter dans des trains en unité simple ou unité multiple, ou voir des trains qui sont supprimés. Ça ne m'amuse pas tous les matins. Je peux vous dire que le métier des cheminots ne consiste pas à saboter la prestation du service tous les jours. Au contraire. Et je peux même dire que j'ai envie d'envoyer un signal à mes équipes en maintenance qui ont fait des 3-8, y compris le samedi-dimanche, pour pouvoir essayer de pallier la situation. Gilles le disait, il y a peut-être un retard à l'allumage sur la commande des matériels. Vous savez que si vous voulez commander un train, là, si ça vous prend tout à l'heure, vous ne l'aurez pas avant 2027-2028 si vous tapez dans le stock. Et c'est quand même la SNCF qui a eu le bon goût à l'époque de faire des appels d'offres pour anticiper ce genre de phénomène. Alstom a racheté Bombardier. Alstom va très mal. Alstom préfère construire des trams que des trains lourds. Moi, je suis désolé, mais je ne peux pas au départ, par rapport à l'enjeu de fréquentation, un monde dans lequel les acteurs se parlent en amont suffisamment. Moi, j'ai reproché plusieurs fois mon correspondant à la région. Je ne suis plus aujourd'hui dans les tours de table sur la stratégie de parc. La SNCF est hors jeu. Pourquoi? Parce qu'on ouvre à la concurrence et que donc je n'ai plus mon mot à dire, si ce n'est évidemment me mettre en danseuse pour essayer de gagner les appels d'offres les uns après les autres. Parce que mon métier consiste quand même à essayer de faire en sorte que ce soit plutôt les cheminots de la SNCF qui restent à la SNCF pour produire les trains en Pays de la Loire. Mais désolé, hein, j'en parlerai de la même façon avec toutes les personnes de la FNO, toute association d'usagers. Le système dans lequel on est rentré aujourd'hui, c'est celui-là. Moi, j'ai une certaine fierté quand même à produire. En mois de février, quand même, en 2024, on a fait le meilleur mois en termes de régularité de tous les temps en Pays de la Loire. On va dire si on s'arrache. On travaille vraiment, je le dis, la main dans la main avec SNCF Réseau. Je pense à Frédéric Letève et aux équipes qui font la maintenance de l'infrastructure tous les jours, enfin toutes les nuits. Ça bosse énormément pour essayer de trouver des solutions au jour le jour. Je sais que sur les lignes qui sont chères à l'ASCO, les sujets des passages à niveau, tu sais, si on s'en parle ensemble, je pense que d'ailleurs la relation qu'on a ensemble, elle est complètement transparente et franche sur la réalité de ce qu'on vit. Mais moi, je ne peux pas vous rassurer, en fait. Je ne peux pas vous rassurer. Et moi, le métier que je fais, c'est un métier de demain, à 2% de marge, en prenant tous les risques, en faisant que de la maintenance et de l'exploitation. Ça devient un métier de pauvre, je vais le faire, hein, c'est mon job, mais il ne faudra pas s'étonner qu'à la fin, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, je ne puisse pas faire mieux. Mais on fera notre mieux quand même. Désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais là, oui. Gérard Blondeau de Laszlo. Imaginons que vous ayez le matériel, que les sangliers suivent les passages à niveau, etc. Il n'y a plus de problème. Est-ce que l'augmentation de la fréquence des trains est compatible avec une voie unique? Non. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à plus 15, plus 20%, et pas 30 ou 40%. Alors, est-ce qu'entre une ligne comme Sainte-Pazanne-Pornic, qui n'a aucun croisement possible, est-ce que c'est compatible? Ça sera compatible à partir du moment où il y aura des travaux Sainte-Pazanne. Non. Le sujet de l'infrastructure, c'est le même sujet que les décisions d'investissement dans les parcs. Ce n'est pas une décision qui relève de votre serviteur. Moi, je suis modeste patron de TER Pays de la Loire, je n'ai absolument pas la main là-dessus. Et les régions font des appels d'offres dans lesquels elles construisent un cahier des charges dans lequel je ne suis pas, et par définition, en amont.
C'est vraiment un problème de fragmentation du système qui fait qu'aujourd'hui, vous étiez dans un marché intégré, totalement intégré, qui se désintègre, qui se fragmente en tout cas. Et donc moi, les décisions d'infrastructure pour permettre de faire face à la volumétrie qui s'annonce, c'est d'abord et avant tout un sujet d'infrastructure et de stratégie de parc. Moi, mon sujet aujourd'hui, et j'ai pas trop de problèmes, parce que des fois on dit qu'on a des problèmes pour recruter à la SNCF, non, j'ai pas de problème pour recruter. J'ai des problèmes de turnover, plus normaux qu'avant, parce que je recrute plus au statut, c'est par la loi. J'ai un sujet de turnover d'entreprise qui devient un peu plus normal, sur un bassin d'emploi où j'ai en face de moi Airbus, les chantiers navals, en termes de maintenance, ou soit c'est de la maintenance d'un train, d'un avion, ou même des éoliennes, hein, c'est à peu près la même chose. Moi, les sujets, arrêtez de venir voir la SNCF aux voyageurs, l'opérateur, en concurrence, donc demain il y en aura d'autres. Hein. Par définition, quand vous avez un monopole, quand vous en sortez, vous allez perdre du marché. Hein. J'espère que ça sera en Pays d'Alma plus tard possible, en tout cas j'espère que je serai plus là. Mais fondamentalement, il faudra que vous alliez voir chacun des acteurs, à commencer par la région, sur ses choix d'investissement, en matériel et en infrastructure. Donc oui, pour faire un développement de 30 ou 35% sur Pornic demain, il faudra faire des investissements en infrastructure. Mécaniquement, je pense qu'il y a quelques ingénieurs dans cette pièce, c'est pas la peine de faire une longue démonstration sur le fait qu'il y a un problème de mécanique des fluides dans l'affaire. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez pris beaucoup, et c'est normal, du temps du monopole, l'habitude de venir voir un interlocuteur unique. Moi, je ne suis pas directeur régional SNCF, hein. Je suis directeur régional TER, SNCF voyageurs. TER, pas le TGV. Et encore, je travaille beaucoup avec mes camarades de TGV pour essayer d'augmenter le nombre de correspondances. Dans l'offre qu'on a faite sur le Sud-Ouest, je me suis ingénié, parce que j'avais envie de gagner cet appel d'offres, à faire au moins deux choses qu'on ne faisait pas avant. Ce sera plus 27% de correspondance avec TGV, plus 27% de correspondance avec TGV, et de l'accompagnement systématique à bord, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de nos clients et de la sûreté. Et je remets de l'accompagnement systématique dans tous les trains Sud-Ouest en raison de 2029. Parce que je me dis que quelqu'un qui quitte sa maison, qui a bon goût laisser sa voiture au garage quand il en a une, voyager, prendre un train, on a quand même beaucoup d'occasionnels qui ne prennent pas le train tous les jours. Ces gens-là, ils ont le droit d'être rassurés sur le fait qu'il ne leur arrivera pas une mésaventure en montant dans le train. Et ça a convaincu finalement la région, parce que finalement, réaccompagner tous les trains, c'est à 180 degrés à l'envers de tout ce qu'avait fait la SNCF jusque-là. Vous voyez, on a quand même le courage, quelque part, quitte à se préparer par rapport à nos concurrents qui n'ont pas osé faire ça, de se dire on va se mettre à la place des gens, le matin quand ils se lèvent, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils n'aient pas peur de monter dans les trains. On rentre aussi dans un monde où la sécurité s'invite au quotidien. Et sur les autres dimensions, c'est pas que les agents touchent, hein. Je suis obligé de vous renvoyer vers des gens compétents, parce que moi je n'ai plus cette compétence. On a fragmenté, la loi a fragmenté le marché, distribution, maintenance, exploitation, infrastructure. C'est de fait quelque chose avec lequel il faudra apprendre à vivre, je pense, durablement, parce que je ne pense pas qu'on changera les lois précédentes. Moi, je voulais simplement dire que quand je vous écoute, nous sommes devant l'accumulation de problèmes tels que jamais ils n'ont été aussi importants à résoudre et tous en même temps. Mais sauf que quand vous êtes militant depuis 40 ans, pour ce qui concerne les lignes à plus faible trafic, puisque c'est comme ça que les lignes Nantes-Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient considérées pendant toute une époque. Donc ça, je ne peux pas vous accuser de quoi que ce soit à travers ce que vous venez de dire, parce qu'il n'est pas question de contester la réalité des problèmes rencontrés, les sangliers, mais sauf qu'il ne date pas de 8 jours quand même que le type de lignes auxquelles appartiennent Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles n'ont pas spécialement, pour nous, eu l'impression d'être considérés comme prioritaires. Je ne veux pas faire de polémique en revenant en arrière, parce que ça ne sert à rien. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant le présent et l'avenir. Or, je préfère ne pas vous citer la liste litanique de petites phrases assassines qui ont pu être récitées il y a des dizaines d'années sur ce que pensaient certains de vos prédécesseurs à la SNCF sur des lignes comme Nantes-Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On nous disait à l'époque que ces lignes-là n'étaient d'aucun intérêt pour l'entreprise SNCF, par exemple. Je pourrais vous en sortir plein d'autres comme ça, mais ce n'est pas tellement le but. Si on veut être constructif, je crois que quand on analyse les comptes rendus de régularité et aussi de problèmes qui sont rencontrés au passage à niveau de ces deux lignes, on se dit quand même qu'il y a un problème. Bon, les sangliers, d'accord, mais les
de croisement dont il a été signalé par Gérard Rondeau tout à l'heure, sur Pornic-Nantes, Saint-Azan-Pornic, c'est la seule section de 30 km où il n'y a aucun point de croisement. Alors nous, on s'est battu pendant 25 ans pour revenir cet hiver sur une voie qui est pourrie, qui était pourrie, et puis là, ça n'a même pas, il n'y a pas un seul point de croisement qui a été inscrit dans la rénovation de cette section de ligne. Donc je me dis quand même que, d'accord, je comprends l'urgence et l'accumulation des problèmes devant lesquels vous êtes, mais il y a quand même quelque chose qui nous reste en travers de la gorge vis-à-vis de tout ce qui s'est passé des dizaines d'années avant, et les dizaines d'années de retard, et bien maintenant on les paye, et ça, nous, on s'estime victimes. Et moi, je vous entends, j'entends votre colère, je dis même qu'elle peut être quelque part légitime, et j'essaie de regarder devant par rapport à ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Et je pense que M. Merceron et M. Mangard savent qu'on joue la transparence totale, je pense encore ce week-end on se parlait, sur la réalité de ce qui se passe. Il y a un PN tous les kilomètres, avec un système aujourd'hui de maintenance des passages à niveau, PN c'est passages à niveau, des passages à niveau qui est obsolète. Et nous, on conteste, je peux vous dire qu'en tant qu'SNC Voyageurs, je conteste formellement les méthodes de maintenance des passages à niveau de SNCF Réseau. Et je peux rouler par terre, et on fait front commun sur cette dimension de méthode. Voilà. Et nous, moi je suis capable demain matin d'expliquer à SNCF Réseau les pièces qu'il faudrait en priorité réparer. Mais ce n'est pas la méthode de SNCF Réseau qui fait des norias. Voilà. Qui attend, qui fait des statistiques, et pendant ce temps-là, tous les jours on plante les trains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et si je m'appelais Transdev ou RATPDev, c'est moins surprenant que je le dise. Mais moi, je me sens une liberté de parole totale sur ce thème-là, puisque je suis devenu un opérateur comme les autres. Et j'entends votre colère, hein. J'entends votre colère, je ne peux pas faire autrement. Et moi, mes équipes, tous les jours, je pense que vraiment, M. Mangard peut en témoigner, on se bat pour la régularité. Et au train, le train. Et tous les jours. Et moi, je vous invite à venir visiter votre centre opérationnel, vous êtes le bienvenu pour voir comment ça se passe en réel tous les jours, avec un fournisseur d'accès au réseau qui est ce qu'il est devenu. Et les choix politiques qui ont été faits autrefois ne relèvent plus d'exploitants d'aujourd'hui qui va continuer de se battre, je peux vous dire, pour que les clients qui montent tous les trains, dans les trains de tous les matins, je vais vous donner une information qui est un scoop. Je suis en train de pousser avec Mme Metz, la Pornic, une nouvelle information aux voyageurs, parce que je pense qu'on n'est encore pas bon sur l'information aux voyageurs qu'on donne en temps réel. Je balaye dans ma porte, pour pouvoir pousser tous les soirs, vers 18h ou plus tard, sur les abonnés de la ligne, un message qui dit, demain matin, voilà ce qu'il y aura au départ de Pornic sur Nantes. Et de repousser l'après-midi, vers 15h, 16h, un message, qu'est-ce qu'il paye là ce soir de Nantes pour revenir sur Pornic. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Là, j'ai honte. Parce que je ne donne pas une bonne information à mes clients sur ce qui pourrait se passer. Parce qu'un client prévenu, c'est quand même mieux qu'un client qui est surpris le matin, et je peux comprendre que vous vous levez plusieurs matins de suite, vous arrivez à la gare de Pornic, il n'y a qu'une seule rame sur deux, voire qu'il n'y a pas de rame, on n'est pas bon. Là-dessus, moi, je ne peux pas rester dans cette situation où je ne donne pas d'informations aux gens, pour au moins pouvoir s'organiser en donnant d'informations suffisamment tôt. Et je vais développer des systèmes d'information, hein, ça coûte un peu, mais ce n'est pas très grave, pour gérer quelque chose qui ressemble à une mauvaise exploitation. En tout cas, pas l'exploitation suisse que vous rappelez. Et vous avez complètement raison, moi, je bois vos paroles. On a un système qui est tellement morcelé et qui va encore plus se fragmenter dans l'année prochaine. Là, du compère des appels d'offres, finalement, c'est plus ou moins grave, que ça ne va pas s'arranger. Je suis désolé de vous le dire, je pourrais me taire et pas vous donner la situation telle que je l'ai vue. Ça ne m'abuse absolument pas. J'y mets des ressources. Vous parlez d'ingénierie. Et moi, je suis piqué d'ingénierie chez Réseau. Première décision que j'ai prise en 2019. Hein. Et pas des mauvais, parce que je me suis dit que si je ne parlais pas couramment le langage de mon fournisseur, j'aurais un petit problème pour être capable de produire mes trains. Il y a ce montant qui Juste une petite précision sur la ligne Nantes-Pornic-Saint-Gilles. Déjà, il faut se rappeler que la région est autorité organisatrice de transport ferroviaire régional. La ligne Nantes-Pornic-Saint-Gilles, elle a été modernisée en 2 étapes. La région, enfin les collectivités, l'État, etc. ont mis la première fois 51 millions, la deuxième fois 110. Le projet de suite, si on veut que la ligne continue à se développer, il faut continuer à l'améliorer, à la moderniser. Ce qui était prévu, c'était une voie de doublement. Alors, j'ai plus en tête si c'était à Bourgneuf ou à la Bernerie. C'est à Bourgneuf. Le croisement. La zone a été réservée pour pouvoir croiser les trains. C'est à Bourgneuf. Hein, pour pouvoir croiser les trains
à Bourgneuf, ce qui permet d'augmenter la capacité de la ligne. Il faut que les associations se tournent vers le conseil régional pour leur demander on en est où de ça, puisque c'était prévu. En off, j'ai interpellé le directeur des transports de la région sur le sujet il y a quelques temps. Il n'est pas là, il est en maladie, ça sera peut-être plus lui le directeur après. Bon. Il m'a dit on a relancé une étude pour voir ce qui est le plus important. Ça va quoi? Je veux dire, il y a un moment donné, il y avait des projets, il faut aller au bout des projets, c'est prévu, les zones ont été réservées pour permettre le croisement, il faut faire les travaux. Mais il faut se tourner vers la région, parce que ce n'est pas la SNCF qui pourra décider de ça, c'est pas SNCF Réseau qui pourra décider de ça, si la région ne décide pas de pousser le sujet. Deuxième chose sur la ligne, si on veut, sur la ligne Nantes-Pornic-Saint-Gilles, on a un peu dérivé, mais comme il y a la question, c'est mieux d'en profiter pour en parler. Le sujet pour augmenter la capacité des deux branches, c'est d'améliorer le tronc commun. Et le tronc commun, c'est entre Nantes et Sainte-Pazanne. Et j'avais souvent discuté avec mes amis de Paimboeuf qui voulaient réouvrir Paimboeuf, je leur ai dit de travailler donc avant pour qu'on double le tronc commun. Partout, on peut le doubler sur Nantes-Sainte-Pazanne, et quand on aura fait ça, on aura déjà bien travaillé. Je pense que ça, c'est le sujet sur lequel il faut travailler aujourd'hui, si on veut continuer à améliorer la ligne, et si on veut continuer à pouvoir passer plus de trains. Sinon, on ne passera pas. Surtout qu'il ne vous a pas échappé, je suppose, que maintenant, le sujet, l'aéroport étant resté à sa place, le sujet du raccordement ferroviaire de Nantes et de l'aéroport est un sujet ferroviaire. On va donc manger un petit bout du tronc commun. Sinon, je ne vois pas que ça passe. Donc ça veut dire que si on n'avance pas sur le sujet de l'amélioration de l'infrastructure sur le tronc commun entre Nantes et Sainte-Pazanne, il y a des endroits où on ne peut pas doubler la ligne. Mais il y a plein d'endroits où on peut la doubler. Donc partout où on peut la doubler, on peut se faire se croiser des trains et on peut améliorer le service. Donc je pense que sur la ligne Nantes-Pornic-Saint-Gilles, si on veut avancer aujourd'hui, il faut pousser ces deux sujets-là. À quand la voie de croisement à la Bernerie qui a été prévue, puisque ça devait être la troisième étape de la modernisation de la ligne? Et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, en doublant la voie, sur les secteurs où il est possible de la doubler sur le tronc commun? Et si on fait ça, on peut passer davantage de trains. D'où l'importance d'inscrire ça dans le CPER. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, si jamais ça ne se produit pas, je peux vous dire qu'il y a la révolution à prévoir. Hein. Sincèrement, je ne serai peut-être plus là, moi. Pierre-Henri, j'en sais rien. Mais... ah oui, parce que bon, il arrive un moment où il faut passer la main. Vous comprenez bien. Hein, et quand on voit aujourd'hui que personne ne court après les responsabilités, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du département, hein, pour prendre la suite, pour suivre les choses. Mais ça ne peut pas être autre chose. On ne peut réussir que si on a dans l'action une continuité. Il faut enfoncer le clou. Continuer à enfoncer le clou, il ne faut jamais désespérer. Voilà, ben ça sera le mot de la fin. Il est 19h30. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup.